Et si vous pouviez enfin reprendre le contrôle de vos émotions, transformer votre anxiété en confiance, améliorer vos relations et ouvrir la voie vers une vie plus équilibrée, épanouie et heureuse grâce à l'intelligence émotionnelle? Bonjour, je suis Eva Spencer et vous écoutez Maîtrise de l'intelligence émotionnelle, le guide complet pour améliorer votre QE, vos relations et vos aptitudes sociales afin de surmonter l'anxiété, la dépression, la manipulation, l'abus narcissique et autres. Mis à votre disposition par United Audiobooks français. J'espère que vous apprécierez mon livre audio. Commençons. Introduction. Imaginez un instant. Vous travaillez sur un projet important au sein d'une équipe. Malgré tous vos efforts pour communiquer, personne ne semble vous écouter lorsque vous signalez un problème. Vous essayez d'expliquer que le projet court à l'échec si les choses ne changent pas. Mais tout le monde semble totalement mal interpréter vos propos. Finalement, le jour où le projet doit être terminé, tout s'effondre à cause de cette incompréhension. Frustré par la situation et regrettant que personne n'ait prêté attention à vos avertissements, vous craquez et vous en prenez à tout le monde en leur reprochant l'échec. Résultat, vous brisez d'un coup vos relations avec bon nombre de collègues. Votre colère avait grandi au fil du temps, et lorsque la tension a atteint un niveau critique, vous avez explosé. Avec le recul, vous savez maintenant que vous auriez pu gérer les choses de manière bien plus constructive. Malheureusement, sur le moment, vous vous êtes senti impuissant, incapable d'empêcher ce qui revenait à jeter de l'huile sur le feu dans une situation déjà chaotique. C'est peut-être à la suite d'un tel incident que vous tenez ce livre entre vos mains. Vous avez sans doute pris conscience que vous deviez mieux vous contrôler sous pression. Ou peut-être quelqu'un vous a-t-il conseillé de vous pencher sur l'intelligence émotionnelle pour aller de l'avant. Quelle que soit la raison pour laquelle vous lisez ces lignes, imaginez maintenant comment la situation aurait pu se dérouler si vous aviez fait preuve d'un haut niveau d'intelligence émotionnelle. Le projet professionnel est en difficulté, mais au lieu de vous focaliser sur l'échec potentiel, vous recherchez des solutions. Vous êtes frustré, mais vous savez que céder à cette frustration ne ferait qu'aggraver les choses. À la place, vous soulignez les problèmes que vous avez identifiés. Parce que vous maîtrisez mieux l'art de la communication, vos collègues prêtent attention à ce que vous dites. L'équipe organise une séance de brainstorming pour sauver le projet, avant qu'il n'impacte la performance générale. Vos collègues adhèrent avec enthousiasme à vos propositions, reconnaissant en vous quelqu'un de compétent, d'intègre et d'empathique. L'un d'eux va même jusqu'à signaler à votre superviseur combien votre contribution a été essentielle. Résultat, le projet avance, vos relations professionnelles s'améliorent et vous recevez même des félicitations pour votre leadership dans l'adversité. Vous pouvez constater à quel point le résultat est meilleur lorsque le problème est géré avec tact et de meilleures compétences en communication. Ces qualités sont naturelles chez les personnes dotées d'une intelligence émotionnelle élevée. Bien que ce soit la même personne dans les deux scénarios, avec le même ressenti de frustration, la manière d'y réagir est radicalement différente. Un niveau élevé d'intelligence émotionnelle favorise la réussite grâce à de meilleures capacités de résolution de problèmes. Si vous vous reconnaissez davantage dans la personne qui a aggravé la situation, vous êtes au bon endroit. Ce livre vous guidera à travers les subtilités de ce qu'est l'intelligence émotionnelle, pourquoi elle est essentielle et comment elle peut améliorer votre vie. Chapitre 1. Qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle? L'intelligence émotionnelle, IE,
désigne la capacité à reconnaître, maîtriser et analyser les émotions, les vôtres comme celles des autres. L'intelligence émotionnelle est un domaine d'étude relativement récent. Ses premières origines remontent à l'accent mis par Darwin sur l'utilité de l'expression des émotions pour la survie. Au XXe siècle, l'intelligence était principalement expliquée à travers des aspects cognitifs, tels que l'esprit et la résolution de problèmes, bien que plusieurs scientifiques influents aient déjà souligné l'importance des dimensions non cognitives. En 1920, U.L. Thorndike utilise l'expression « intelligence sociale » pour définir l'ensemble des compétences permettant de comprendre et de gérer les autres. Le terme « intelligence émotionnelle » est attribué à la thèse de doctorat de Wayne Payne en 1985, intitulée « A Research Study of Emotional State, Establishing Emotional Intelligence ». C'est cependant en 1995 que le grand public découvre véritablement le concept, à la suite d'un article du magazine Time consacré au best-seller de Daniel Goleman, Emotional Intelligence Why It Can Matter More Than IQ. Depuis lors, Peter Salovey et John D. Mayer sont devenus les principaux chercheurs spécialisés dans le domaine de l'intelligence émotionnelle. Ils la définissent comme la partie de l'intelligence sociale qui implique la capacité d'observer ses propres émotions et celles des autres, de les distinguer les unes des autres et d'utiliser ces informations pour guider ses pensées et ses actions. Les modèles d'intelligence émotionnelle. Il existe aujourd'hui de nombreux modèles définissant ce qu'est l'intelligence émotionnelle, IE, et les chercheurs ne s'accordent pas tous sur la manière dont ce terme doit être utilisé. Certains estiment que l'intelligence émotionnelle peut être étudiée, puis développée, tandis que d'autres pensent qu'il s'agit d'une qualité innée. Ce domaine évolue à un rythme si rapide que les interprétations de sa définition varient constamment. Les 3 modèles les plus largement reconnus sont le modèle de compétence de l'IE, les modèles mixtes de l'IE, le modèle attributif de l'IE, le modèle de compétence de l'intelligence émotionnelle. Il s'agit de la capacité à reconnaître les émotions, à intégrer les émotions pour favoriser la pensée, à identifier les émotions et à les réguler afin de favoriser le développement personnel. Ce modèle repose sur 4 principes fondamentaux. Premier, percevoir les émotions et la capacité à repérer et comprendre les émotions à travers les visages, les images, les voix et les éléments sociaux. Cela constitue un fondement essentiel de l'intelligence émotionnelle, car cette compétence permet à tous les autres processus émotionnels de se développer. 2. Utiliser les émotions et la faculté d'associer les émotions à des processus cognitifs, tels que l'interprétation ou l'analyse. Cela permet à la personne émotionnellement intelligente d'utiliser ses états d'âme pour mieux orienter sa vie. 3. Comprendre les états émotionnels signifie savoir analyser le langage propre aux émotions et ainsi mieux gérer les relations émotionnelles complexes. 4. Gérer les émotions correspond à la manière dont nous régulons nos propres états émotionnels ainsi que ceux des autres, afin d'atteindre les meilleurs résultats possibles. Les modèles mixtes de l'intelligence émotionnelle. Ce modèle, introduit par Daniel Goleman, définit l'intelligence émotionnelle comme un ensemble large de compétences et d'aptitudes qui influencent la performance en matière de leadership. Il repose sur 4 grands principes. Premier, la conscience de soi et la capacité à reconnaître ses propres émotions, à en comprendre l'impact et à les utiliser pour éclairer ses décisions. 2.
La gestion de soi consiste à réguler ses émotions et ses impulsions, et à s'adapter aux différentes situations. Troisième, la compréhension sociale est l'aptitude à percevoir, identifier et réagir aux émotions des autres dans des contextes sociaux. Quatrième, la gestion des relations est la capacité à influencer les autres, à créer des liens et à résoudre les conflits. Le modèle attributif de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle attributive est définie comme une constellation d'auto-perceptions liées aux émotions, situées à un niveau plus profond de la personnalité. L'intelligence émotionnelle de type attributif renvoie à la perception qu'a une personne de ses propres capacités psychologiques, par opposition au modèle fondé sur les aptitudes, qui se concentre sur le potentiel réel. Mesurer le potentiel réel s'est avéré extrêmement difficile à quantifier de manière scientifique, ce qui rend la distinction entre les deux approches peu tranchée. Chapitre 2. Facteurs indiquant l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle est devenue l'un des critères les plus déterminants pour la progression d'un individu dans le monde de l'entreprise. Elle peut influencer de manière significative le développement de votre activité, que vous soyez salarié ou chef d'entreprise. Avant que l'intelligence émotionnelle ne soit reconnue comme un facteur clé de réussite professionnelle, l'intelligence classique et la pensée critique étaient considérées comme les deux principaux indicateurs de performance, notamment avec l'essor du capitalisme. En 1995, Daniel Goleman publie son ouvrage intitulé « Emotional Intelligence », dans lequel il explore le phénomène de l'IE et met en évidence son importance dans le monde actuel. Goleman a mené une étude portant sur plus de 200 entreprises. Il en a conclu que les 3 facteurs les plus importants pour assurer le succès d'une organisation sont les compétences techniques, le quotient intellectuel et le quotient émotionnel. De façon encore plus surprenante, il a découvert que les facteurs liés au quotient émotionnel offraient davantage de garanties de réussite que les 2 autres. Selon Goleman, 5 facteurs déterminent l'intelligence émotionnelle. La conscience de soi. Il s'agit du premier facteur déterminant de l'intelligence émotionnelle. Bien que les individus puissent définir ce concept de différentes manières, toutes les définitions convergent autour de l'idée que la conscience de soi désigne la capacité à reconnaître ses forces et ses faiblesses, ainsi que ses motivations et ses passions. Une personne dotée d'une conscience de soi développée maîtrise profondément qui elle est et reste à l'écoute d'elle-même. Cette connaissance a généralement pour but de permettre à l'individu de prendre conscience de l'impact que son comportement peut avoir sur les autres. La conscience de soi est essentielle, car elle offre à l'individu une vision claire de lui-même, lui permettant d'accueillir et d'appliquer les retours qu'il reçoit. C'est une qualité particulièrement précieuse en milieu professionnel. Lorsqu'un conflit éclate, une organisation est plus efficace si ses employés peuvent exprimer leur mécontentement avec respect, créant ainsi les conditions d'une résolution amiable du différend. Les entreprises où l'honnêteté prévaut progressent plus rapidement que celles où les conflits sont fréquents. Un autre avantage de la conscience de soi est qu'elle permet de mieux cerner ses propres valeurs. Elle éclaire l'individu sur les mécanismes personnels de croyance qui l'aident à prendre de meilleures décisions à l'avenir. Une personne qui comprend son système de valeurs peut déterminer s'il est en adéquation avec les compétences et les valeurs fondamentales exigées par l'entreprise pour laquelle elle travaille. Si tel est le cas, l'individu sera en mesure d'agir de manière appropriée
dans des situations qui pourraient mettre ses principes à l'épreuve, tout en préservant également les valeurs de l'entreprise. L'autorégulation. L'autorégulation est la capacité d'un individu à maîtriser ses émotions et à réagir de manière appropriée dans toute situation, indépendamment de ce qu'il ressent sur le moment. Cette compétence découle naturellement de la conscience de soi. En effet, l'objectif même de la conscience de soi est d'agir sur la base des connaissances que l'on a acquises. Il serait peu logique de prendre conscience de ses tendances et inclinations, sans pour autant adopter les comportements appropriés dans chaque situation. Les personnes capables d'autorégulation comprennent l'impact de leurs paroles et de leurs actes sur ceux qui les entourent. Elles adaptent donc leur comportement à la situation présente afin de favoriser des interactions plus harmonieuses. L'empathie. L'empathie se distingue clairement de la sympathie, bien que beaucoup de personnes aient tendance à confondre les deux notions. L'empathie est la capacité à décrypter les signaux non-verbaux dans nos interactions avec autrui au sein de la société. Cette aptitude est essentielle dans de nombreuses situations. Elle permet de lire, d'interpréter et de répondre de manière appropriée aux émotions des autres. L'empathie est un outil particulièrement efficace, notamment en milieu professionnel. Par exemple, si vous êtes un dirigeant chargé de licencier un groupe de personnes, c'est votre empathie qui guidera la manière dont vous aborderez cette tâche délicate. Par ailleurs, dans le contexte international, où les frontières linguistiques et culturelles peuvent compliquer les échanges, l'empathie devient parfois le langage principal. Tout le monde réagit positivement à la bienveillance et à la compréhension, surtout dans les relations commerciales. Ainsi, même en l'absence d'une langue commune, deux parties peuvent communiquer efficacement si chacune fait preuve d'empathie et de compréhension envers l'autre. Bien entendu, l'empathie peut aussi être utilisée comme un outil de manipulation. La capacité à reconnaître et identifier l'état émotionnel d'autrui est une compétence qui s'acquiert et se perfectionne avec le temps. Malheureusement, certaines personnes ayant maîtrisé cette compétence s'en servent pour manipuler les autres, poussant leurs victimes à céder à leurs moindres caprices. La motivation. La motivation est un sujet qui a été maintes fois abordé. Elle représente l'élan qui pousse une personne à travailler, même en l'absence de toute forme de rémunération. Une personne motivée comprend que la valeur intrinsèque et la satisfaction tirée du travail dépassent toute récompense matérielle ou financière qu'elle pourrait recevoir. De nos jours, il est presque impossible de trouver quelqu'un prêt à travailler en dessous de ce qu'il estime être sa juste rémunération. La promesse d'une récompense financière à l'issue d'une période définie reste le moteur le plus puissant dans tous les secteurs d'activité. Les personnes véritablement motivées, prêtes à travailler même sans être rémunérées, sont rares. C'est précisément ce qui les rend souvent extrêmement productives dans tout ce qu'elles entreprennent. La motivation est indispensable à la réalisation de ces objectifs, qu'ils soient à court ou à long terme. Elle fournit l'énergie nécessaire pour atteindre les buts que l'on s'est fixés, en particulier dans le cadre professionnel. Il arrive parfois que l'on perde de vue ses objectifs ou ceux de l'entreprise. C'est alors la motivation intrinsèque qui permet de persévérer et de continuer à avancer. Les personnes motivées sont généralement très optimistes. Elles sont concentrées, dévouées et engagées dans l'accomplissement de leurs tâches. Ces qualités leur permettent de faire face efficacement aux revers et de rebondir après une difficulté. Ces aptitudes
sont particulièrement nécessaires dans le monde professionnel d'aujourd'hui. Toute personne qui n'a pas développé la résilience nécessaire pour affronter l'imprévu et s'épanouir malgré les obstacles risque de ne pas durer dans l'univers concurrentiel actuel. De plus, les personnes motivées attirent naturellement d'autres individus partageant le même état d'esprit. Cela crée une sorte de champ d'énergie collective, à la fois utile et nécessaire dans bien des situations. En tant que responsable ou cadre, il est attendu que vous transmettiez une partie de votre dynamisme et de votre motivation à vos collaborateurs. Cela les aidera non seulement à atteindre leurs propres objectifs, mais les encouragera également à poursuivre activement ceux de l'entreprise. Les compétences sociales. Les compétences sociales permettent de mettre en mouvement tous les autres facteurs mentionnés précédemment. L'empathie vous aide à comprendre ce que les autres peuvent ressentir. Elle vous place dans une position où vous êtes capable de répondre de manière plus juste et précise aux signaux, qu'ils soient verbaux ou non-verbaux, qui vous entourent. La conscience de soi et l'autorégulation vous permettent, quant à elles, de savoir comment et quand réagir à ces signaux. Les compétences sociales représentent donc une synthèse de ces différentes qualités. Une personne ayant affiné ses compétences sociales aura peu de difficultés à s'intégrer dans les rôles complexes que la société attend d'elle. Elle utilise les principes issus de chaque facteur pour formuler une réponse plus cohérente et globale aux défis de la vie. Il est essentiel de développer ces compétences sociales, car elles permettent de bâtir un réseau de personnes autour de soi. Ce n'est pas que la personne cherche activement à se faire des amis. C'est plutôt qu'elle applique les compétences qu'elle a cultivées au fil du temps à travers la pratique régulière de l'empathie, de la conscience de soi et de l'autorégulation. Elle est tout simplement mieux préparée à faire face à n'importe quelle situation, ce qui lui permet de séduire un public plus large et d'obtenir de meilleurs résultats. De plus, elle comprend l'importance de cultiver un réseau de personnes de confiance et s'y emploie constamment. Si vous travaillez dans le secteur des services, il est indispensable de développer vos compétences sociales. En tant que leader, notamment dans ce domaine, vous serez souvent amené à désamorcer des situations potentiellement délicates. Il se peut également que vous soyez confronté à des problèmes complexes à résoudre. Les compétences sociales vous donnent la finesse nécessaire pour répondre de manière appropriée à chaque situation. La réussite ou l'échec de votre entreprise peut fortement dépendre de l'efficacité de vos compétences sociales. Un leader est censé être le canal par lequel les idées et les projets de développement de l'entreprise circulent. Par conséquent, il doit disposer d'excellentes compétences sociales pour communiquer efficacement ses idées aux membres de son équipe. Lorsqu'un leader néglige de développer cette compétence, cela a un impact considérable sur tous les membres du groupe à ce moment-là. À retenir. En résumé, vous devez comprendre que l'application des facteurs évoqués ici vous sera utile, quelle que soit la position que vous occuperez à l'avenir. Voici donc quelques éléments essentiels à garder à l'esprit concernant les notions abordées dans cette section. Soyez attentifs à la manière dont les autres réagissent à vous dans chaque situation. Le comportement des gens à votre égard peut vous donner de précieuses indications sur ce que vous faites bien ou mal. C'est un avantage considérable à exploiter. Faites attention à ce que vous dites, mais aussi à la manière dont vous le dites. Un message peut être perdu si le canal de communication est mal choisi. La façon dont vous vous exprimez peut déterminer si votre message sera bien accueilli ou rejeté. Cherchez toujours à comprendre les autres.
Il serait erroné de présumer que les gens agissent d'une certaine manière pour une raison particulière. Prenez le temps de discuter avec eux, de comprendre la logique derrière chaque comportement et cherchez des moyens de les aider à atteindre leurs objectifs. Par exemple, nous avons évoqué que certaines personnes peuvent exercer un métier non pas pour l'argent, mais pour d'autres motivations. Dans ce cas, il vous revient de découvrir ce qui les anime. Cela vous permettra de mieux comprendre leurs défis et de leur proposer des solutions adaptées. N'oubliez pas de créer du réseau. Le réseautage est sans doute le moyen le plus efficace pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. À chaque nouvelle rencontre, essayez d'apprendre un maximum de choses, car vous ne savez jamais à quel moment ou dans quelle situation cela pourrait vous être utile. J'espère que vous appréciez mon livre audio jusqu'à présent. Ce serait un plaisir si vous pouviez me dire ce que vous pensez de ce livre audio dans la section des commentaires ci-dessous. Nous vous serions reconnaissants de laisser un j'aime à cette vidéo et de vous inscrire à United Audiobooks français pour avoir accès à d'autres livres audio à succès à l'avenir. Par ailleurs, si vous souhaitez obtenir d'autres livres audio gratuits, veuillez cliquer sur le premier lien dans la description ci-dessous. Passons maintenant au chapitre suivant. Chapitre 3. Les qualités d'une personne émotionnellement intelligente. Alors, comment savoir si vous êtes émotionnellement intelligent ou non? L'objectif principal de ce livre est d'expliquer ce qu'est l'intelligence émotionnelle et de vous aider à la développer. Ce guide ci-dessous vous permettra de situer votre niveau actuel à chaque étape, tout en vous aidant, espérons-le, à progresser dans votre quête d'une intelligence émotionnelle plus aboutie. Les personnes émotionnellement intelligentes sont analytiques. Elles réfléchissent en profondeur. Elles examinent les informations qu'elles reçoivent dans le but de découvrir s'il existe d'autres manières de réagir face aux situations qu'elles rencontrent. La question qui domine l'esprit d'une personne émotionnellement intelligente est « Pourquoi ?» Leur volonté de percer les mystères peut les amener à chercher à comprendre aussi bien les origines de l'humanité que les raisons qui poussent certains individus à agir d'une certaine manière. Elles partent du principe que si l'on comprend la logique derrière les actions des autres, il devient plus facile de guider leurs réponses pour qu'elles correspondent réellement aux intentions initiales de l'individu. Les personnes émotionnellement intelligentes possèdent un système de croyances solide. Cela commence par une forte confiance en elles-mêmes. Elles attendent le meilleur de la vie et de la société. Leur existence est souvent régie par une foi profonde dans la bonté infinie de l'humanité et la conviction que tout finira par s'arranger. Ainsi, elles sont mieux préparées à affronter les crises lorsqu'elles surviennent. Toutefois, aussi puissante que soit la foi, elle ne suffit pas à elle seule pour surmonter les épreuves. Quelle que soit l'intensité de votre conviction que tout ira bien, si vous n'agissez pas concrètement pour transformer cette conviction en réalité, elle risque de ne jamais se matérialiser. Les personnes émotionnellement intelligentes l'ont bien compris, et c'est pourquoi elles s'engagent pleinement dans tout ce qu'elles entreprennent, afin de concrétiser les projets qu'elles imaginent. Les personnes émotionnellement intelligentes sont passionnées et animées d'un profond dynamisme. Elles savent puiser dans cette part d'elles-mêmes, où réside l'élan vital, et elles savent canaliser cette énergie vers l'extérieur. La passion est une émotion impossible à feindre. Soit elle est là, soit elle ne l'est pas. Et les personnes émotionnellement intelligentes en débordent. La passion est l'amour naturel qu'un individu éprouve pour ce qu'il fait. Elle se manifeste dans sa manière d'agir, dans l'énergie qu'il insuffle à ses missions
et dans la rapidité avec laquelle il les accomplit. Cette passion peut être dirigée vers un projet, comme déjà mentionné, ou vers une personne. Elle est contagieuse. Ceux qui occupent un poste de direction le savent bien et savent l'exploiter. Les personnes émotionnellement intelligentes, qui sont passionnées, transmettent souvent cette passion à leur entourage. Le résultat, les projets auxquels elles participent sont couronnés de succès grâce à une belle harmonie d'idées et d'intentions. Les personnes émotionnellement intelligentes sont optimistes et prêtes à aider dans toutes les situations. Elles gardent toujours une vision positive de la vie. Ce n'est pas un exploit mineur. C'est une compétence qu'elles ont cultivée au fil des années. C'est pourquoi elles sont capables de construire et de maintenir des relations solides, malgré les obstacles rencontrés. Elles comprennent que bien des choses dans la vie sont instables. Nous ne contrôlons pas toujours les circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir notre ressenti et la façon dont nous réagissons aux situations qui nous entourent. Chapitre 4. Importance de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle vous aide à réagir de manière appropriée dans chaque situation. Il est vrai que nous ne connaîtrons peut-être jamais les origines de nos émotions. Parfois, elles surgissent de manière soudaine et échappent à notre contrôle. C'est d'ailleurs ce qui définit une émotion. Il est facile de dire que, puisqu'on ne connaît pas la source de ces émotions et qu'on ne peut les maîtriser, on est justifié de s'y abandonner à tout moment. Pourtant, l'un des piliers de l'intelligence émotionnelle est l'autorégulation. Cela désigne la capacité à choisir comment, quand et dans quelle mesure on réagit aux stimuli qui nous entourent. La capacité à rester calme et posé même au cœur de la tempête est une compétence particulièrement précieuse dans le monde professionnel. Si vous êtes amené à gérer des situations tendues, alors il est impératif d'apprendre à développer votre intelligence émotionnelle. Par exemple, un pilote est censé rester calme lorsqu'il traverse une zone de turbulence et en plein vol. Il en va de même pour un chirurgien qui découvre, une fois le patient ouvert, une tumeur inattendue. Dans ces deux cas, on attend de ces professionnels qu'ils gardent la tête froide face à l'imprévu, car la vie d'autres personnes dépend d'eux. Dans de telles situations, le chirurgien comme le pilote sont mieux préparés à affronter les défis s'ils sont dotés d'une intelligence émotionnelle développée. Une personne émotionnellement intelligente n'est pas dirigée par ses impulsions. Ce n'est ni quelqu'un d'agressif, ni une personne qui prend des décisions à la hâte. S'auto-réguler ne signifie pas que l'on ne ressent plus d'émotions. Vous pouvez toujours ressentir de la colère, de la tristesse ou de la joie dans les moments où ces émotions sont légitimes. Cependant, on attend de vous que vous soyez capable de mieux gérer ces émotions lorsqu'elles se présentent et que vous puissiez canaliser l'énergie qu'elles produisent pour en faire quelque chose de constructif. L'intelligence émotionnelle vous aide à développer votre résilience. Des recherches ont démontré que l'intelligence émotionnelle permet de mieux faire face à l'adversité. Non seulement elle vous aide à garder espoir dans les moments difficiles, en particulier lorsque vous êtes à la tête d'une équipe, mais elle vous apporte également des bénéfices personnels. La théorie résultant de l'étude mentionnée ci-dessus indiquait que les personnes dotées d'une grande intelligence émotionnelle étaient moins affectées par les facteurs de stress. Cette donnée est particulièrement utile lorsque l'on considère qu'en gravissant les échelons du leadership, les sources potentielles de stress augmentent également. Cela souligne l'importance pour les personnes occupant des postes à responsabilité de développer une solide intelligence émotionnelle.
À mesure que vous progressez dans votre carrière et que les situations stressantes se multiplient, vous aurez besoin d'un mécanisme vous permettant de faire face efficacement aux exigences et pressions du poste. L'intelligence émotionnelle constitue l'un des moyens d'y parvenir. Un autre domaine dans lequel l'intelligence émotionnelle s'avère précieuse est la lutte contre l'anxiété, la dépression et d'autres troubles psychologiques similaires. Olson et Matan, 2015, ont mené une étude dans le domaine médical, un secteur qui affiche, selon toute vraisemblance, l'un des taux de burn-out les plus élevés de la société. Leur recherche a révélé une corrélation directe entre le bien-être psychologique d'un individu et son niveau d'intelligence émotionnelle. Autrement dit, les personnes présentant un haut niveau d'intelligence émotionnelle étaient moins susceptibles de sombrer dans la dépression ou l'épuisement professionnel. Ces études ne sont pas isolées. Elles sont le fruit de recherches menées sur une période définie, et toutes mènent à la même conclusion. Il existe un lien positif entre le niveau d'intelligence émotionnelle d'une personne et sa capacité à résister ou non au stress et au burn-out. L'intelligence émotionnelle joue un rôle essentiel dans la santé physique. Il pourrait sembler que la plupart des bienfaits observés de l'intelligence émotionnelle ne concernent que les aspects sociaux et psychologiques. Pourtant, ces bénéfices vont bien au-delà de ces deux domaines. L'intelligence émotionnelle peut également avoir un impact sur la santé physique de la personne qui la pratique. Par exemple, la conscience de soi, qui implique qu'un individu se tourne vers l'intérieur pour comprendre son identité, ses peurs, ses rêves et ses aspirations, peut être un indicateur de l'état de santé physique de cette personne. Certaines maladies sont liées à des états émotionnels, tels que la colère, la dépression ou l'anxiété. Ces états peuvent entraîner d'autres troubles comme l'hypertension, voire le diabète dans certains cas extrêmes. Ils peuvent également rendre une personne plus vulnérable à certaines maladies, même sans en être la cause directe. L'intelligence émotionnelle enseigne à gérer ces émotions extrêmes, ce qui signifie, par extension, que l'individu qui y parvient est moins susceptible de rencontrer ce type de problème de santé au fil du temps. Par ailleurs, la capacité ou l'incapacité d'un individu à gérer le stress peut être directement liée à son niveau d'intelligence émotionnelle. Nous avons déjà évoqué que, dans des situations de stress intense, une personne dotée d'une forte intelligence émotionnelle est plus apte à gérer les choses, même dans des circonstances critiques. Mais ici, les bénéfices physiques reposent sur le fait que la santé d'une personne est intimement liée à la quantité de stress qu'elle est capable de supporter et de réguler efficacement. Ainsi, lorsqu'un individu prend soin de son état mental autant que de son bien-être physique, sa santé s'en trouve protégée. Tout cela est directement lié au niveau d'intelligence émotionnelle de la personne, ce qui confirme que l'intelligence émotionnelle a bel et bien un impact sur la santé. L'intelligence émotionnelle est indispensable pour résoudre les conflits. Lorsque vous êtes conscient de ce que les gens ressentent à propos de certains sujets et que vous apprenez à réagir de manière appropriée dans ces situations, de nombreux conflits quotidiens peuvent être évités. En réalité, il est souvent plus simple et préférable d'éviter les conflits que d'avoir à les résoudre une fois qu'ils éclatent. C'est précisément ce que permet l'intelligence émotionnelle. Elle vous place dans une position qui vous permet d'anticiper et d'éviter les situations susceptibles de générer des tensions. De plus, l'intelligence émotionnelle vous aide à devenir un meilleur négociateur.
En tant que personne émotionnellement intelligente, vous êtes conscient des arguments qui auront de l'impact sur une personne en particulier, et vous comprenez pourquoi. Vous êtes également en mesure de percevoir les besoins et les désirs des autres, ce qui vous permet de mieux leur proposer ce qu'ils recherchent. C'est une manière efficace de désamorcer rapidement les conflits, et c'est aussi une stratégie fréquemment utilisée par les négociateurs aguerris. L'intelligence émotionnelle augmente également vos chances de réussite. Les personnes émotionnellement intelligentes possèdent une forte motivation intérieure. Cela signifie qu'elles gèrent mieux la procrastination, cèdent moins facilement à la fatigue ou à l'épuisement et ont une grande confiance en elles. Elles sont également capables de se concentrer sur un seul objectif à la fois et persévèrent souvent jusqu'à ce que cet objectif soit atteint. Chapitre 5. L'intelligence émotionnelle et le quotient intellectuel. Pour quelqu'un qui ne connaît pas leur fonctionnement, le quotient émotionnel et le quotient intellectuel peuvent sembler être des chiffres arbitraires sur lesquels se concentrer. Vous vous demandez peut-être pourquoi ils sont importants ou s'il faut vraiment leur accorder de l'attention, étant donné qu'ils reposent sur des échelles arbitraires sans véritable fondement dans la nature. Même si nos mesures sont arbitraires, elles reflètent avec précision certaines compétences clés qu'il convient de prendre en compte, en particulier dans le cadre professionnel et dans les relations interpersonnelles. Pensez à la distinction entre l'intelligence théorique et l'intelligence pratique. Laquelle est supérieure? Cela dépend des circonstances. Si vous devez interagir régulièrement avec quelqu'un, vous préférerez probablement une personne capable de gérer diverses situations en combinant les deux types d'intelligence et ayant une influence positive sur son entourage. Vous voulez une personne qui sache communiquer efficacement et bien collaborer avec les autres, que ce soit dans une relation ou au travail. Avez-vous besoin de l'aide d'un programmeur pour créer un logiciel? Si oui, vous vous préoccuperez davantage de ses compétences théoriques, car cela nécessite une connaissance pratique ainsi qu'une aptitude à la logique et à la résolution de problèmes. Dans l'ensemble, les deux types de quotients sont très similaires, même s'ils mesurent des traits et des compétences différents. Tous deux visent à fournir une mesure quantifiable et comparable de concepts abstraits, pertinents dans de nombreux contextes. Comprendre l'intelligence théorique d'une personne peut s'avérer extrêmement utile lorsqu'il s'agit de trouver le meilleur candidat pour un poste exigeant. Comprendre ses compétences relationnelles est essentiel si vous souhaitez établir des liens solides et maintenir une bonne entente dans un environnement professionnel ou une communauté. Quotient d'intelligence émotionnelle. Le quotient d'intelligence émotionnelle, ou QE, est important dans divers contextes. Si vous cherchez quelqu'un pour travailler en équipe, préféreriez-vous une personne avec un QE faible, mais un QI élevé? À l'inverse, une personne avec un QI plus bas mais un QE élevé pourrait-elle accomplir le travail tout aussi efficacement? La plupart des recruteurs s'accordent à dire qu'une personne dotée d'un QE élevé s'intégrera mieux dans un environnement professionnel, en particulier dans un cadre collaboratif. Lorsqu'il s'agit de constituer une équipe, il est préférable d'inclure des individus capables de bien travailler ensemble. Cela engendre moins de conflits, et davantage de membres seront en mesure de communiquer de manière claire et efficace, tout en gérant leurs propres compétences et responsabilités. Le QE évalue et compare l'intelligence émotionnelle d'un individu à celle des autres. Il prédit si cette personne interagira avec succès avec son entourage ou si, au contraire, elle rencontrera des difficultés dues à une incapacité à se réguler elle-même
ou à réguler les autres. Cela détermine dans quelle mesure une personne est capable d'interagir avec son environnement et d'exercer une influence sur celui-ci. Cela montre à quel point elle est capable de comprendre, réguler et influencer ses propres émotions, ainsi que celles des autres, ce qui revient essentiellement à déterminer son potentiel de réussite en tant qu'individu. Ceux qui possèdent un QI élevé réussissent bien mieux à comprendre la manière dont les humains communiquent et interagissent, tandis que ceux dont le QE est faible ont du mal à communiquer efficacement. L'intelligence émotionnelle d'un individu est évaluée à travers une série de questions sur ses interactions avec lui-même et avec les autres. Cela va de sa capacité à comprendre certaines situations à la fréquence de ses débordements émotionnels. Le score obtenu est ensuite converti et réparti en catégories, indiquant le niveau d'intelligence émotionnelle de la personne. Comme ce type d'évaluation repose sur l'auto-évaluation de ses propres interactions, il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas d'une science exacte. Par exemple, une personne peut croire qu'elle maîtrise particulièrement bien ses émotions parce qu'elle ne les exprime jamais, préférant s'en tenir à une logique froide et rigoureuse. Pourtant, cela est en réalité le signe d'un QE plus faible et non plus élevé. Quotient intellectuel. À l'opposé presque direct du quotient d'intelligence émotionnelle, le QI d'un individu évalue les capacités cognitives plutôt que la capacité à reconnaître et à gérer les émotions de manière optimale. Lorsqu'on mesure le QI, on s'intéresse au traitement spatial, à la logique, au raisonnement et aux capacités de résolution de problèmes. Cela nécessite la reconnaissance de motifs et de contexte, plus que la maîtrise de la logique formelle ou la capacité à se souvenir d'informations précédemment apprises. Après tout, une personne peut être extrêmement intelligente, tout en ayant très peu de connaissances pratiques sur les capitales des États ou sur la première personne à avoir découvert chaque élément du tableau périodique. Cette personne pourrait pourtant exceller à résoudre des casse-têtes logiques ou à reconnaître des motifs dans la manière dont les formes sont manipulées, ce qui indiquerait un QI élevé. Les individus naissent avec une prédisposition à un certain niveau d'intelligence générale, compris dans une fourchette génétique. Selon leur environnement et la manière dont ils exercent diverses compétences, le QI d'une même personne à l'âge adulte peut varier considérablement. Il restera toutefois dans une plage déterminée par cette prédisposition génétique. Le QI est calculé à l'aide de plusieurs questions d'un questionnaire qui analyse la capacité d'un individu à résoudre différents types de problèmes. L'objectif est de déterminer où se situe la personne sur une échelle en fonction du nombre de réponses correctes obtenues. Le score est ensuite calculé en comparant le pourcentage de bonnes réponses à l'âge de l'individu, puis en le multipliant par 100 pour obtenir un nombre élevé, facile à comparer. Le score moyen se situe entre 85 et 110, la plupart des individus se situant quelque part dans cette plage. Ceux qui obtiennent un score plus élevé sont généralement considérés comme plus intelligents, tandis que ceux qui obtiennent un score plus bas sont perçus comme moins intelligents. Les résultats d'un test de QI peuvent être utilisés de différentes manières, que ce soit pour évaluer l'aptitude à intégrer l'armée et déterminer les rôles possibles, ou pour savoir si des enfants ont besoin d'un soutien supplémentaire ou d'une éducation spécialisée. Ceux dont les résultats s'écartent de la moyenne sont généralement considérés comme ayant besoin d'un accompagnement particulier. Cela peut prendre la forme de tâches et d'un enseignement plus stimulant ou d'un soutien supplémentaire pour les aider à suivre le rythme du programme scolaire.
Lequel est le plus important? Voici le cœur du sujet. Lequel est le plus important, le QE ou le QI? En fonction du contexte, il existe plusieurs réponses possibles à cette question. Cependant, avant d'entrer dans le vif du sujet, revoyons les principes fondamentaux du QE et du QI pour se remettre dans le bain. Tout dépend du contexte lorsqu'on demande à quelqu'un s'il préfère un haut QE ou un haut QI. Si l'on recherche un haut responsable militaire, capable de prendre des décisions difficiles pouvant coûter des milliers, voire des millions de vies, on privilégiera une personne capable de raisonner logiquement. Elle devra faire abstraction de son empathie et agir uniquement sur la base de la logique et du raisonnement, pesant soigneusement avantages et inconvénients. Une personne dotée d'un QE extrêmement élevé sera probablement très empathique, et bien qu'elle sache maîtriser ses propres impulsions émotionnelles, prendre la décision de condamner à mort serait pour elle une épreuve majeure. À l'inverse, si vous cherchez un employé de crèche qui interagira quotidiennement avec des enfants, l'empathie devient primordiale. Peu importe que l'employé de crèche sache calculer la vitesse d'entrée d'une météorite dans l'atmosphère ou connaisse la structure moléculaire de l'essence. Ce qui importe pour un travailleur en crèche, c'est qu'il soit empathique, compatissant et patient. Une personne ayant un QE élevé serait idéale pour ce poste car, en général, s'occuper d'enfants ne nécessite pas une grande érudition, à condition que les normes de sécurité soient respectées. Le meilleur scénario reste une personne à la fois émotionnellement et cognitivement intelligente. Une personne ayant à la fois un QE et un QI élevé sera le meilleur choix dans la plupart des situations, car elle réunira les qualités des deux sphères. Prenons l'exemple d'un chirurgien traumatologue qui doit prendre des décisions rapides, sans disposer de beaucoup d'informations sur le patient, et avec très peu de temps pour se préparer avant de tenter de le sauver. Il se trouve dans une situation de vie ou de mort. Le chirurgien doit être hautement intelligent, capable de résoudre des problèmes et d'agir de manière logique plutôt qu'émotionnelle. Mais un chirurgien ne doit pas être uniquement un technicien du corps humain. Il doit aussi être empathique et reconnaître que le corps sur sa table d'opération est un être humain digne de respect et de soins. Il doit le comprendre et agir en conséquence, en veillant à ce que le patient soit traité avec dignité, qu'il soit conscient ou sous anesthésie. En outre, le chirurgien doit être capable de s'adresser avec compassion aux proches du patient, en des moments souvent parmi les plus difficiles de leur vie. Il lui faut à la fois de l'intelligence cognitive et émotionnelle pour véritablement exceller dans sa profession. Chapitre 6. Comment améliorer vos compétences en intelligence émotionnelle de manière concrète. Tout repose sur les compétences lorsqu'il s'agit d'intelligence émotionnelle. Les compétences se construisent les unes sur les autres pour former l'intelligence émotionnelle, et vous pouvez l'améliorer en apprenant des compétences qui améliorent vos compétences. Vous êtes cocu et de coach et déjà un peu perdu? Ne vous inquiétez pas, ce chapitre vous guidera à travers 7 étapes pratiques qui, si elles sont suivies régulièrement, peuvent vous aider à développer vos compétences en intelligence émotionnelle. Vous allez vous entraîner et comprendre comment améliorer votre propre niveau d'intelligence émotionnelle grâce à ces compétences. En suivant ces 7 étapes, vous changerez votre vie pour le mieux. À mesure que vous les maîtriserez, votre intelligence émotionnelle devrait commencer à progresser. Reconnaître votre situation. Au niveau le plus fondamental, cette étape consiste à reconnaître vos états émotionnels ou mentaux actuels, plutôt que votre localisation physique,
Prenez le temps de remarquer ce que vous ressentez à un moment précis. Toutes les autres étapes de cette liste nécessitent que vous sachiez ce que vous ressentez à tout instant. Avant de pouvoir travailler sur d'autres aspects de l'intelligence émotionnelle, vous devez d'abord comprendre ce que vous ressentez. Prenez un moment pour interrompre ce que vous faites et écoutez-vous afin de comprendre où vous en êtes. Vous devez en savoir le plus possible sur votre état émotionnel. Pour avancer, utilisez les mots les plus précis et les plus imaginatifs possibles pour décrire votre état mental actuel. Si nécessaire, consultez une roue des émotions pour trouver les mots justes si vous n'êtes pas sûr de ce que vous ressentez. Après avoir identifié vos émotions du moment, réfléchissez aussi à vos sensations physiques afin de mieux comprendre comment votre état mental influence votre langage corporel. Analysez chaque aspect de votre posture pour voir l'image que vous renvoyez. Ensuite, identifiez les comportements que vous avez ou les impulsions qui vous poussent vers certains comportements et la manière dont ils sont reliés. Cette étape peut nécessiter une introspection plus poussée pour comprendre quel type de comportement vous avez fortement envie d'adopter. En résumé, pensez à un moment où vous étiez submergé par vos émotions. Peut-être étiez-vous au travail, avec une échéance imminente, que vous n'étiez pas certain de pouvoir respecter. Vous vous êtes arrêté pour réfléchir à ce que vous ressentiez, remarquant que vos émotions commençaient à s'emballer, et vous avez compris qu'au fond de vous, vous étiez profondément effrayé et honteux à l'idée de ne pas répondre aux attentes. En réaction à cette peur et cette honte, vous étiez également en colère contre vous-même et contre votre supérieur. Vous décidez alors de réfléchir à votre corps après avoir identifié vos émotions. Vous sentez la tension dans votre corps et vous remarquez à quel point vos mains sont crispées. Vous remarquez que votre rythme cardiaque est plus élevé que d'habitude et que vous êtes tendu. Vous réalisez que tout cela peut être expliqué par votre état émotionnel. En prenant conscience de la connexion étroite entre votre état émotionnel et votre état physique, vous prenez une profonde inspiration et vous vous concentrez sur ce que vous ressentez le besoin de faire. Vous avez envie d'abandonner et d'arrêter d'essayer. De toute façon, vous allez échouer. Comme vous ne voyez pas l'intérêt de continuer, il vous semble qu'il n'y a pas de différence entre terminer le projet ou simplement arrêter pour soulager votre stress. Cette prise de conscience vous apporte un éclairage précieux. Vous réalisez que votre peur de l'échec affectait votre état physique et vous mettait mal à l'aise physiquement. Votre instinct vous poussait à fuir complètement le problème, car à vos yeux, abandonner ou échouer revenait au même. Pratiquez l'empathie. L'empathie est un thème central de ce livre. Pour améliorer votre intelligence émotionnelle, entraînez-vous à faire preuve d'empathie envers ceux qui vous entourent. Gardez à l'esprit à quel point l'empathie est essentielle pour l'intelligence émotionnelle et combien cette dernière est cruciale dans les interactions sociales. L'empathie fait partie de ces compétences que l'on doit pratiquer encore et encore jusqu'à les maîtriser. Faites un effort conscient pour pratiquer l'empathie partout où vous allez, car c'est une compétence d'une grande importance. Montrez de l'empathie envers ceux qui vous entourent, les caissiers, ou cette personne inconnue qui passe dans la rue et que vous ne reverrez probablement jamais. Si vous voyez quelqu'un de mauvaise humeur, essayez de comprendre ce qui le tracasse. Si vous voyez une dame âgée peiner à porter ses sacs de courses dans les escaliers menant à son immeuble, proposez-lui votre aide. Si vous pouvez atteindre un ballon coincé dans un arbre pour un enfant, faites-le. En faisant preuve d'empathie envers les autres,
vous améliorez vos relations avec ceux qui vous entourent. Imaginez que vous rentrez chez vous après une virée tardive au supermarché. Vous vous êtes arrêté en rentrant d'une longue soirée au bureau pour acheter quelques produits de première nécessité. Alors que vous terminez de charger vos courses dans votre coffre, vous remarquez une autre personne qui referme son coffre et pousse son chariot vers le local prévu à cet effet avant de monter dans sa voiture. Cette personne semble rester assise un moment dans sa voiture, vérifiant quelque chose sur son téléphone. Vous ramenez votre chariot au local et vous remarquez un portefeuille dans le siège enfant de l'un des caddies. Vous le ramassez et l'ouvrez pour voir à qui il appartient, découvrant qu'il est rempli de billets. 2 options s'offrent à vous. Soit vous gardez l'argent et signalez le portefeuille perdu à l'accueil, soit vous courez vers la voiture pour le rendre à son propriétaire. En bref, l'idée de garder l'argent vous effleure. Vous êtes à court d'argent. Vous peinez à joindre les 2 bouts. Cet argent serait une bouée de sauvetage. Pourtant, en une fraction de seconde, vous réalisez ce que vous auriez ressenti si quelqu'un avait pris votre argent, après que vous ayez commis l'erreur de laisser votre portefeuille sans surveillance moins d'1 minute. Vous vous mettez à marcher rapidement vers la personne encore dans sa voiture, occupée sur son téléphone, comprenant combien un tel oubli pourrait être catastrophique. Vous tendez la main et lui montrez son portefeuille. Il le reconnaît immédiatement, le prend, vérifie son contenu et vous remercie chaleureusement pour votre honnêteté et votre geste. Même si le fait d'être égoïste et de garder ce portefeuille oublié aurait pu améliorer votre situation financière, vous avez choisi d'être compatissant et de le rendre. Vous vous êtes mis à la place de l'autre. Vous avez imaginé comment vous auriez réagi dans une telle situation. C'est là que l'intelligence émotionnelle entre en jeu. Communiquez de manière positive. Vous souvenez-vous que les pensées négatives mènent à des actions négatives? La communication négative entraîne également des sentiments et des comportements négatifs. Pour éviter ce cercle vicieux, il est essentiel de communiquer de manière positive. Cela permet aussi de maintenir votre esprit dans un état d'esprit positif, ce qui est fondamental pour réussir. Lorsque vous communiquez avec les autres, utilisez des mots positifs autant que possible. Si vous devez exprimer quelque chose de négatif, faites-le de la manière la plus délicate et la moins blessante possible, en formulant vos propos de manière à ce que les éléments positifs l'emportent sur les négatifs. Si, par exemple, vous devez faire une remarque critique à un collègue, commencez par reconnaître quelque chose qu'il ou elle fait bien, puis exprimez ce qui nécessite une amélioration. Terminez en ajoutant un autre point positif. Cela permet de maintenir une émotion globale positive dans la situation. Les compliments équilibrant la critique, tout en transmettant clairement votre message. Imaginez que le travail de votre collègue est devenu négligé ces derniers temps. Des dossiers sont mal classés et vous ne trouvez jamais ce que vous cherchez. Si vous devez lui en parler, commencez par dire que vous avez remarqué à quel point il ou elle travaille dur en ce moment et qu'il ou elle est souvent le premier à arriver et le dernier à partir. Ensuite, vous pourriez mentionner que certains dossiers qu'il ou elle a gérés ont été mal rangés. Terminez en disant que, lorsque vous avez finalement retrouvé les dossiers, vous avez été impressionné par la qualité des notes qu'ils contenaient. Remarquez comment, en utilisant un langage bienveillant et en insérant la critique entre 2 compliments, le message global semble beaucoup plus positif. Lorsque vous êtes vous-même destinataire d'une mauvaise nouvelle ou d'une critique, gardez une attitude positive.
Même si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est dit, respectez le point de vue de l'autre personne et remerciez-la d'avoir pris le temps de vous faire part du problème. Plutôt que d'être frustré ou agacé, considérez cela comme une opportunité d'apprentissage et une chance d'améliorer ce que vous faites. Créez une atmosphère positive et se relever après l'adversité. Comme dans les sections précédentes, vous devez veiller à maintenir un environnement globalement positif. Un environnement négatif ne ferait que vous tirer vers le bas. Entourez-vous de personnes que vous appréciez et en qui vous avez confiance, et évitez les interactions forcées avec celles qui vous démoralisent constamment. Mettez toujours l'accent sur le positif qui vous entoure. Cela ne fait pas de vous quelqu'un de naïf. Au contraire, cela montre votre intelligence. Vous serez plus productif, tout comme les personnes autour de vous, si vous vous concentrez sur le maintien d'un environnement positif. Il est essentiel de préserver votre optimisme à tout prix, car il favorise la réussite. Cela peut se faire en évitant les critiques inutiles et en veillant à maintenir un langage aussi professionnel que possible. Lorsque vous serez confronté à l'adversité, car il ne s'agit pas d'un « si », mais d'un « quand », considérez-la comme une opportunité d'apprentissage. Si vous tombez, il n'y a qu'une seule façon de vous relever. Lorsque vous échouez, relevez-vous, secouez la poussière, prenez un moment pour vous ressaisir, puis continuez à essayer de réussir. Si vous voulez réussir, vous devez persévérer, en particulier lorsqu'il s'agit de tâches ou de compétences plus difficiles. Votre persévérance et votre attitude positive seront récompensées lorsque vous atteindrez enfin vos objectifs. N'oubliez pas que le succès ne vient pas du jour au lendemain et que bon nombre des grandes figures que vous admirez, auteurs influents, inventeurs, innovateurs, personnalités connues, ont bâti leur réussite sur des échecs. J.K. Rowling, par exemple, a envoyé son manuscrit à plusieurs maisons d'édition. Toutes l'ont refusé, jusqu'à ce qu'une accepte de lui donner sa chance. Aider les autres à réussir. L'empathie implique de se soucier de la réussite des autres. Lorsque vous tenez aux personnes qui vous entourent, en particulier lorsqu'elles font partie de votre équipe, vous souhaitez qu'elles réussissent, même si cela signifie que vous devez les aider. Vous êtes heureux de les aider, que ce soit en les guidant, en leur suggérant des moyens d'améliorer leur situation, ou même en les accompagnant pas à pas dans la résolution de leurs problèmes. Cela ne vous dérange pas, car leur réussite ne peut qu'être bénéfique pour vous. Vous considérez leur réussite comme une réussite pour vous-même, surtout si vous faites partie de la même équipe, mais sans aucune vanité. Vous êtes capable de reconnaître les avantages que la réussite de vos coéquipiers peut vous apporter. Votre service obtient de meilleurs résultats. Votre projet reçoit des retours plus positifs, voire votre département décroche de nouveaux contrats. Cela peut donc se traduire par davantage de revenus. Vous comprenez que vos coéquipiers sont une composante essentielle de votre équipe. Veillez à ce que l'ensemble du groupe soit soutenu, en vous fixant comme objectif d'accompagner vos coéquipiers vers la réussite en même temps que vous. Cherchez toujours à vous assurer que vos collègues se portent bien, car leur échec signifie que vos projets ne seront jamais terminés dans les délais. Vous commencerez à voir des résultats si vous décidez de faire de l'entraide un principe dans votre groupe. Bien que cela ne doive pas être votre motivation principale, l'effet est réel. Ceux que vous aidez seront bien plus enclins à vous aider en retour si jamais vous en avez besoin. Vous et votre équipe êtes bien plus susceptibles d'atteindre les meilleurs résultats si vous valorisez ensemble l'art de la collaboration et si vous reconnaissez qu'il faut s'entraider.
Soyez enthousiaste. Il est difficile de rester motivé seul, surtout au travail. Cependant, si vous parvenez à vous motiver vous-même, vous découvrirez que faire votre travail demande des efforts soutenus. Si vous travaillez sur un projet qui vous tient à cœur ou dans un emploi que vous appréciez, votre travail sera animé par une motivation intrinsèque, ce qui signifie que vous ressentirez l'envie de l'accomplir pour votre propre satisfaction, plutôt que pour un simple salaire. En l'absence de cette motivation intrinsèque, il devient difficile d'achever son travail, d'améliorer ce que l'on fait ou de rester résilient face à l'adversité. La motivation peut disparaître si vous êtes épuisé au travail ou si vous perdez simplement de vue ce qui vous a attiré dans cet emploi au départ. Si vous parvenez à retrouver ce qui vous a poussé vers ce métier, vous pourriez raviver votre motivation et bénéficier des avantages qui en découlent. Considérez le scénario suivant. Vous êtes infirmier, R. Vous avez choisi ce métier parce que vous êtes profondément engagé à aider les autres et vous croyez que toute personne, peu importe sa situation financière, a droit aux meilleurs soins possibles. En raison de cette conviction, vous avez décidé de travailler aux urgences d'un quartier défavorisé de votre ville. Par conséquent, vous êtes souvent débordé à corps par un afflux de patients et un manque de temps. Les médecins font entrer et sortir les patients le plus rapidement possible pour éviter que les urgences ne soient saturées en cas de véritable urgence. La majorité des patients que vous voyez sont sans abri, pauvres ou sans assurance santé, et le nombre de personnes toxicomanes, alcooliques ou atteintes de troubles mentaux est impressionnant. Beaucoup deviennent agressifs si vous ne les prenez pas en charge assez rapidement, même si vous êtes débordé. Ils peuvent également vous crier dessus lorsque vous vous excusez et leur expliquer que vous ne pouvez pas prescrire les médicaments qu'ils réclament. Plus vous restez dans cette situation, plus vous devenez désabusé. Cette capacité de compassion et cette passion pour aider les autres que vous aviez au début finissent par s'épuiser complètement. Vous décidez alors de faire le strict minimum et de maintenir une attitude strictement professionnelle, car vous n'arrivez plus à gérer la pression mentale. Fatigué à baka, d'être maltraité, vous arrêtez de vous dépasser. En conséquence, vous perdez l'intérêt pour ce que vous faites. Vous avez perdu de vue la valeur qui vous avait attiré vers ce métier au départ, et vous redoutez d'aller travailler la plupart du temps. Plutôt que de démissionner, prenez du recul et réfléchissez à ce qui vous a poussé vers ce métier à l'origine. Vous pourriez raviver votre passion pour les soins infirmiers en vous rappelant pourquoi vous avez voulu devenir infirmier R au départ. Peut-être avez-vous été inspiré par la manière dont quelqu'un a traité votre petite sœur avec compassion lorsqu'elle était gravement malade, aux urgences, sans assurance ni argent pour consulter un médecin. Vous vous souvenez peut-être que votre objectif initial était d'être cette personne pour les autres, ceux qui arrivent effrayés, blessés, malades ou même transis de froid certains soirs. Vous vouliez être la personne qui les soutient et les traite avec compassion et humanité, peu importe la raison de leur venue ou leurs moyens financiers. En repensant à cette origine hypothétique, la motivation intrinsèque renaît grâce à cette passion retrouvée. Vous avez de nouveau envie de vous investir pleinement, même si vous êtes parfois sous-estimé, car vous savez que certaines personnes vous apprécient réellement. Chapitre 7. Obstacles au développement de l'intelligence émotionnelle. Une grande partie de ce livre est consacrée à vous aider à comprendre l'importance du développement de l'intelligence émotionnelle et à vous accompagner dans ce processus. Si vous êtes arrivé, jusqu'ici,
vous avez probablement compris que l'intelligence émotionnelle est bien plus importante que le quotient intellectuel ou les compétences techniques. Cependant, malgré toute son importance, de nombreuses personnes ont du mal à développer leur intelligence émotionnelle. Elles sont confrontées à des obstacles qui rendent cette amélioration difficile, voire impossible. Maintenant que nous avons abordé les moyens efficaces de développer cette compétence, il est tout aussi important de discuter des différents facteurs qui freinent ce développement. Le manque d'empathie est le premier obstacle de cette liste. L'empathie est une composante essentielle du développement de l'intelligence émotionnelle. En réalité, il semble impossible de parler d'intelligence émotionnelle sans évoquer cet élément fondamental. Par conséquent, sans empathie, il est impossible de développer et de faire évoluer son intelligence émotionnelle. Le niveau d'empathie de l'humanité a diminué, et cela ne concerne pas un groupe ou une population spécifique. Au cours du dernier siècle, on observe une baisse générale de l'empathie. Selon une étude menée par l'Université du Michigan, le niveau d'empathie exprimé par les êtres humains a régulièrement diminué au cours des 8 dernières années. Plusieurs facteurs sont avancés pour expliquer ce phénomène. L'un d'eux est la dépendance croissante à l'intelligence artificielle et aux machines. En nous appuyant de plus en plus sur la technologie, nous perdons le contact avec les interactions humaines fondamentales qui nous relient en tant qu'êtres sociaux. Nous avons de plus en plus de mal à comprendre et à nous connecter aux émotions des autres, ce qui est pourtant essentiel au développement de l'intelligence émotionnelle. En conséquence, nous échouons également à la faire progresser. De plus, l'égoïsme freine le développement de l'intelligence émotionnelle. Lorsqu'on se place en priorité sans penser aux autres, il devient impossible de développer cette capacité. Quand toute la lumière est centrée sur soi, on ne peut jamais vraiment comprendre l'autre partie, et donc, on ne développe pas d'intelligence émotionnelle. Les individus ont tendance à être égoïstes sur le plan émotionnel. Ils s'efforcent de protéger leurs émotions à tout prix, ne laissant aucune place à la vulnérabilité. Ils ont tendance à faire passer leurs propres besoins émotionnels avant ceux des autres. Ce type de personnalité fermée nuit à la capacité de développer et de faire évoluer l'intelligence émotionnelle. Un certain niveau de vulnérabilité émotionnelle est nécessaire à toute personne souhaitant progresser dans ce domaine. Il est bien sûr important de se protéger contre les blessures émotionnelles, mais il arrive que cette protection ferme aussi la porte à de nouvelles expériences qui pourraient enrichir vos compétences émotionnelles. Certaines choses ne peuvent être apprises que si l'on s'expose à la douleur et aux émotions négatives. Enfin, le manque de compréhension de l'importance et des caractéristiques de l'intelligence émotionnelle peut fortement nuire à son développement. Lorsqu'une personne ne reconnaît pas la place que cette compétence occupe dans sa vie quotidienne, elle ne peut pas non plus percevoir la nécessité de l'améliorer. Cependant, si vous avez lu ce livre, vous n'êtes pas concerné par cet obstacle, car s'il y a bien une chose qu'il vous a apportée, c'est une explication approfondie de l'importance de l'intelligence émotionnelle. Par ailleurs, certaines personnes ignorent totalement la manière dont elles sont perçues par les autres, ce qui les empêche de réagir de façon appropriée. Cela relève principalement d'un manque de conscience de soi. Lorsqu'une personne ne sait pas comment elle est perçue, elle ne peut pas déterminer quels ajustements seraient nécessaires. L'intelligence émotionnelle repose sur la conscience de soi et la conscience des autres. La première étape consiste à mieux comprendre vos propres biais. Une fois cela accompli,
vous pourrez travailler à développer votre intelligence émotionnelle. Prêter attention aux personnes qui vous entourent est une façon de commencer. Les occasions d'en apprendre davantage sur les membres de votre communauté sont nombreuses. Cela peut être aussi simple que d'écouter attentivement ce que dit une personne lorsqu'elle est en colère ou de reconnaître ce qui provoque cette colère. La première étape consiste à observer le monde qui vous entoure. Et lorsque vous le ferez, vous serez étonné de voir à quel point votre sens de l'empathie et donc votre niveau d'intelligence émotionnelle s'améliorera. Mot de la fin. L'intelligence émotionnelle est la feuille de route pour devenir un bon ami et un être humain accompli. Tout le monde possède un certain niveau d'intelligence émotionnelle et celle-ci peut s'apprendre. Lorsque nous sommes enfants, nous nous demandons ce que cela fait d'être adulte. Nous pensons qu'être adulte signifie pouvoir exprimer ses émotions comme on le souhaite, car c'est ce que les enfants observent. Beaucoup de choses ont été dites sur le sujet. Il est désormais temps de passer à l'action. C'est là que se concentre la majeure partie du travail et des bénéfices. L'intelligence émotionnelle est une compétence difficile à maîtriser. Mettez en pratique tout ce qui a été abordé dans ce livre. Cela demandera beaucoup d'efforts. Même avec les meilleures intentions, vous pouvez échouer. C'est pourquoi il faut s'y préparer. L'intelligence émotionnelle est unique et importante parce qu'elle éveille notre curiosité. C'est ce qui nous distingue en tant qu'êtres humains. Nous sommes humains, beaux à notre manière, et nous avons la chance d'avoir évolué au point de pouvoir le reconnaître. J'espère que ce guide vous aura ouvert les yeux. Il faut du temps pour apprendre à se connaître intérieurement et ressentir ses émotions comme elles doivent être ressenties. Mais vous pouvez devenir la personne que vous admiriez étant enfant. Vous devez vous tourner vers l'intérieur. Le voyage sera supportable si vous gardez les yeux fixés sur votre objectif, même s'il n'est pas facile. Nous vous remercions d'avoir écouté l'un de nos livres audio captivants. Pour plus d'expériences immersives, voici un autre livre audio qui, nous en sommes certains, vous plaira. N'oubliez pas de montrer votre soutien en mettant un like à cette vidéo, en partageant ce que vous avez aimé dans ce livre audio, dans la section commentaires ci-dessous, et en vous abonnant à la chaîne pour d'autres livres audio captivants comme celui-ci. Merci de faire partie de notre communauté de livres audio.